Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À la une dans cette émission, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a infligé une amende de 50 millions de francs CFA à Canal Plus International pour non-respect de ses engagements relatifs donc à la diffusion des chaînes publiques nationales. Une décision donc qui relance le débat sur le respect des conventions, la souveraineté médiatique et les droits des consommateurs. Dans un second temps, nous reviendrons donc sur une déclaration forte de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste qui continue donc de peser sur la sous-région. Abidjan se dit prêt donc à renforcer sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Mali. Un changement de ton qui soulève plusieurs interrogations sur l'avenir de la coopération régionale en matière donc de sécurité. Pour analyser donc ces deux sujets, nous avons le plaisir de recevoir le camarade Bationo de Kion, web activiste. Bonsoir camarade et bienvenue sur Kadiba TV. Bonsoir madame et merci. Merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Commençons donc cette émission par cette décision du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication a infligé une amende de 50 millions de francs CFA, comme je le disais plus haut, à Canal Plus International, donc pour non-respect d'une convention donc signée en février 2025. Le régulateur reproche donc à l'opérateur de ne pas avoir garanti l'accès gratuit et sans condition aux chaînes publiques de la RTB comme prévu donc dans cet accord. Une décision qui soulève des questions donc sur le respect des engagements, le rôle du régulateur et surtout donc des droits des consommateurs. Alors camarades, comment analysez-vous la décision du CSC de sanctionner Canal Plus International? S'agit-il avant tout d'un rappel à l'ordre ou d'un signal fort adressé à l'ensemble des opérateurs du secteur? Alors déjà merci pour cette thématique qui a été posée et qui interroge assez de nos concitoyens et surtout même il faut l'enrôler dans une analyse géopolitique. Déjà il faut rappeler que Canal Plus figure sur la grande liste des multinationales qui asservissent le continent africain depuis l'avènement des indépendances et plus précisément aux alentours des années 1990. Il faut aussi planter le décor en disant clairement que Canal Plus est arrivé au niveau de l'Afrique après la mauvaise blague de Mitterrand de 1990 où il parlait d'une pseudo-démocratie. Canal Plus est arrivé à un moment donné où ils sont les mêmes qui ont dit que l'information est un droit à tout citoyen et qu'il puisse quand même essayer de coordonner cette information-là en la rendant plus accessible à tous les peuples. Effectivement, sur le continent noir, nous devions payer. On paye, bien évidemment, pour pouvoir avoir accès aux autres chaînes, que ce soit au plan continental ou au plan mondial. L'autre chose également, c'est que nous avons été écœurés de constater que après, et dans plusieurs pays, je prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire où dans les années jusqu'aux années 2010-2015, lorsque votre abonnement finissait, on avait droit à des chaînes gratuites telles que, entre griffes, les médias monde, RFI et bien d'autres médias. C'est une réalité. Et c'était une autre manière de polluer nos différents cerveaux en s'aimant leur narratif à longueur de journée comme il se doit. Mais on se retrouve qu'au niveau du Burkina Faso, malheureusement, lorsque votre abonnement est expiré, vous ne pouvez même pas avoir droit à la chaîne nationale, laquelle chaîne doit donner de l'information à caractère stratégique et surtout en période de guerre. Pourquoi couper la RTB? On coupe la RTB pour priver le citoyen burkinabé d'avoir accès à la vraie information et pour consommer la pollution sonore ou le narratif fallacieux et sciemment orchestré pour pouvoir démoraliser nos différentes troupes et surtout les différentes populations qui se sont engagées pour soutenir les dynamiques qui sont présentement en cours. Pourquoi couper la RTB? Parce qu'on est arrivé à un moment donné et c'est après l'arrivée du camarade capitaine au pouvoir qu'il s'est rendu compte que cela était une réalité au Burkina Faso. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré va instruire le camarade président du Conseil supérieur de la communication de corriger cette erreur qui est d'une tragédie extrême au niveau du Burkina Faso. Mi-février 2026, effectivement, l'erreur sera corrigée. Mais ils sont les premiers à violer cette réglementation. Elle n'est pas uniquement une réglementation qui relève du Burkina Faso, mais elle est internationale parce que l'information est un droit. Les mêmes pseudo-démocrates là pompent cela à longueur de journée. Ils taxent nos chefs d'État, des dictateurs, de ne pas respecter leurs engagements, mais ils sont les premiers en réalité à les violer. Cette violation, elle ne devait pas rester impunie. Et je salue
le gouvernement de façon générale, et plus particulièrement le camarade président du Conseil supérieur de la communication, qui les a rappelés à l'ordre et à respecter les mêmes tests, les mêmes engagements qu'ils ont pris. Et je dis, en chutant par là, que la sanction, les gens trouvent que la sanction, les 50 millions, ce n'est pas quelque chose. Je suis d'accord. Qu'ils s'hasardent 30 jours après, ils verront la sanction qui sera prise par la suite, et dans 60 jours, ils verront la plus grande sanction qui va tomber, parce que c'est ce qui a été dit dans le communiqué du président du Conseil supérieur de la communication. Alors, vous parlez de sanctions. Pour vous, est-ce que c'est sciemment fait pour voir la réaction du gouvernement? Absolument. Parce qu'ils ont cru que nos dirigeants sont encore comme comment on appelle, ces ivrognes politiques qui parlent sans quand même prendre le soin de suivre ce qu'ils ont dit. Mais le gouvernement du Burkina Faso, c'est d'abord un gouvernement révolutionnaire. Deuxième chose, ils ont pris quand même, ils ont une culture de redevabilité et de succès à tous les niveaux. C'est un gouvernement qui s'est adossé à l'idéologie populaire. C'est un gouvernement qui travaille sur les aspirations du peuple. Et c'est un gouvernement qui n'appartient pas à une loge franc-maçonnique, etc., pour dire que on peut sortir, dire au peuple ce qu'il veut entendre et les violer le lendemain, parce que ça n'ira nulle part. Et ce qu'ils ne savent pas du tout est qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à sonner la fin de la récréation quand il s'agit de marcher sur les intérêts du peuple burkinabé, du peuple de l'AES. Alors, quel but ils ont à vouloir bloquer tout ce qui concerne la RTB? Et qu'est-ce que la population gagne à travers les programmes de la RTB? Ou ce sont les messages qui sont véhiculés sur la RTB qui les dérangent? Effectivement, les messages qui sont véhiculés au niveau de la RTB ne les arrangent pas, parce que nous travaillons aujourd'hui à déconstruire leur narratif qui vise à s'aimer le désordre au niveau du Burkina Faso en créant le chaos, en démoralisant les différentes populations qui s'engagent derrière les forces combattantes et surtout à déconstruire tout le système qui a été mis en place pendant des décennies. Il faut également souligner qu'aujourd'hui, grâce à la révolution populaire au niveau du Burkina Faso, les médias occidentaux ne sont plus les bienvenus dans nos pays parce que désormais, nous avons les canaux pour pouvoir construire notre propre narratif. L'autre chose également, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré doit prendre la parole officiellement, la RTB est généralement coupée dans plusieurs pays. Nous sommes au courant de ça. Tous les voisins qui nous détestent aujourd'hui donnent instruction aux mêmes éléments de Canal+ de couper la RTB chez eux pour ne pas qu'ils soient entendus. Et donc, aujourd'hui, ils coupent la RTB selon ce qu'ils veulent, parce que tout simplement, ils n'aiment pas entendre le discours qui est aujourd'hui prononcé, parce que c'est un discours en réalité qui déracine le mensonge qui s'est construit pendant des décennies, sinon pendant plus d'un siècle au niveau du Burkina Faso. C'est un discours qui désinstalle le logiciel mafieux qui nous déshumanisait. C'est un discours qui vise tout simplement à faire un reboisement intellectuel et faire en sorte que le noir, qui s'est beaucoup auto-méprisé, reprend son destin, construit un avenir radieux et faire en sorte que la vérité ne soit plus blanche, qu'elle commence d'abord par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour construire et entretenir nos enfants. Alors, pour terminer avec ce sujet, quel message cette sanction envoie-t-elle donc aux entreprises qui exercent dans le secteur des médias et de la communication? D'abord, il faut retenir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discours. Le premier message que ça envoie, c'est que nous avons décidé de construire notre propre narratif par rapport à notre développement, mais surtout sur la guerre. Deuxième chose également, c'est qu'il est temps qu'on puisse désormais donner, c'est idéologiser, doper idéologiquement nos enfants avec nos propres lunettes. Troisième message que cela envoie, c'est que désormais, aucune firme internationale, qu'elle soit puissante ou etc., elle ne pourra plus jamais dicter ses lois au niveau du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Nous sommes désormais déterminés à bâtir notre nation en nous basant sur nos propres piliers. Piliers économiques conçus par nous-mêmes, piliers politiques conçus par nous-mêmes, piliers informationnels conçus par nous-mêmes, piliers idéologiques conçus par nous-mêmes, afin de faire de nos enfants des patriotes et non des apatrides certifiés ou en instance de certification.
Merci beaucoup pour Je vous cette en prie. précision. Alors, au-delà donc des questions liées donc à l'information et à la régulation donc des médias, un autre défi continue donc de mobiliser les États de la sous-région, la lutte contre le terrorisme. À marche donc du salon Euro Satori, 2026, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé donc la volonté de son pays de renforcer sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Mali face à la menace terroriste. Il plaide donc pour davantage de coopération entre les pays de la sous-région. Alors, camarades, comment interprétez-vous cette volonté affichée par la Côte d'Ivoire de renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso et le Mali? Déjà, il faut souligner que il n'y a pas plus malhonnête que lorsqu'à un moment donné, on mord et on souffle. D'abord, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est maximum 1000 km qui nous séparent, Abidjan-Ouagadougou. Donc, 1 heure de vol, on arrive. Mais il a quitté la Côte d'Ivoire, allé à plusieurs milliers de kilomètres pour pouvoir prononcer un tel discours. Deuxième chose également, il faut planter le décor en soulignant que lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso était agenouillé sur le plan sécuritaire et nous avions perdu plus de 50% du territoire et la psychose frappait à tous les niveaux. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième chose également est que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, dans toutes ses prises de parole officielles, que ce soit au Burkina Faso ou à l'étranger tel que la Russie, il a toujours exprimé la volonté du Burkina Faso et de l'AES de façon générale à ce que nous puissions conjuguer communément nos efforts pour pouvoir ramener la paix dans la sous-région. Parce que la menace qui nous frôle aujourd'hui, elle n'est pas une menace de djihad ou bien d'un groupuscule d'individus qui frappent à nos portes ou qui empêchent nos populations de dormir. C'est une menace qui vise à nous éradiquer totalement et à reprendre nos terres. Reprenant nos terres, ce sont nos ressources que les mêmes impérialistes qui ont travaillé pour nous esclavagiser, nous coloniser, qui nous entretiennent dans le néocolonialisme, tentent désespérément de faire. Il faut impérativement qu'on puisse conjuguer nos efforts ensemble. On a tendu la main à la Côte d'Ivoire, mais ils nous ont repoussés. Ils ne nous ont pas repoussés uniquement et s'arrêter là. Ils sont allés jusqu'à concevoir des bataillons en plein midi pour nous attaquer. Je le dis et aujourd'hui, ça me fait mal quand je m'assois, je vois des charlatans en communication basés sur des plateaux de télévision, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, qui nous attaquent à longueur de journée de n'avoir pas la capacité de nous défendre. Nous avons aujourd'hui la capacité de nous défendre militairement, mais malheureusement, nos ennemis sont tapis dans des pays voisins qui perturbent notre quiétude. Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, la question sécuritaire, nous allons la conjuguer dans un passé douloureux. C'est une réalité. Deuxième chose également, c'est que la plus grande menace, elle quitte le Burkina Faso, mais elle ne va pas disparaître. C'est un virus qui ne va pas mourir. Il faut impérativement que les terroristes retrouvent une autre base. Et c'est la Côte d'Ivoire. Madame, je vous dis, vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, en commençant par Doropo, en passant par Bouna, en allant vers Teini, vers Ferke, jusqu'aux encablures de Dabakala, revenus vers Yorobodi, les terroristes ont envahi la plupart de toutes ces localités. Chaque jour, ils font des incursions, parfois pour récupérer des animaux pour leur alimentation. Ils font des incursions pour enlever des femmes, pour se satisfaire sexuellement. Ils ne tuent pas toujours. Je suis au courant de ça. Deuxième chose également, dont ils sont au courant, c'est qu'ils ont signé des pactes de non-agression avec un tout premier groupe terroriste qui est arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire et ces groupes-là sont hébergés correctement avec l'assistance de la Côte d'Ivoire. Ils sortent officiellement de la Côte d'Ivoire, ils attaquent au niveau du Burkina Faso et ils repartent à plusieurs reprises. Avec la surveillance aérienne que nous avons aujourd'hui, nous avons pu voir à travers la télévision nationale du Burkina Faso que nos forces combattantes frappent, ils ratissent. Mais ces groupes se retournent automatiquement en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, sous l'impuissance totale de nos forces combattantes parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'engager les combats. Et nous avons pu voir ça à travers les télévisions. Troisième chose, l'autre élément également, c'est qu'à plusieurs reprises, ce sont eux qui nous ont menacés. Le même Téné Birahima Ouattara, l'actuel vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a pris son avion, madame, en pleine journée. Il est allé en Turquie, demander au président Erdogan, président actuellement en Turquie, de ne plus jamais nous vendre des armes pour nous défendre contre la plus grande menace.
Ça a été dit sur des plateaux de télévision. Les mêmes Ivoiriens ont défendu cette thèse que c'est normal qu'ils disent ça. Ils sont allés demander à Erdogan de ne plus nous vendre des drones, de ne plus nous vendre des munitions de drones, de ne plus nous ravitailler avec des armes tactiques ou de surveillance. Tout cela a été possible. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas du tout qu'on puisse mettre fin au terrorisme. Ils sont allés voir d'autres pays tels que la Chine, tels que la Russie. Malheureusement, on ne peut pas les recevoir, nous les écouter. Mais leur demande est restée vaine. Aujourd'hui, quand ils s'élèvent, demandant qu'ils veulent que nous puissions reprendre le renforcement de nos relations au plan sécuritaire pour pouvoir combattre les terroristes, en communication militaire, on dit que c'est une communication de subversion. C'est-à-dire qu'ils jouent un double jeu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la géopolitique aujourd'hui, nous la maîtrisons parfaitement. Et nous savons que aujourd'hui, lorsque vous confiez votre circoncision à votre ennemi, il va raser tout ce qu'il vous faut et vous n'allez plus jamais procréer. Lorsque vous confiez vos doigts à un ennemi, de tailler, il va tailler carrément tout. Lorsque vous confiez le parrainage de votre mariage à votre ennemi, c'est parce qu'il sait que votre femme en réalité elle est stérile et qu'il ne veut jamais que vous puissiez procréer. Vous savez quoi? Nous n'allons jamais donner l'occasion à nos ennemis qui hébergent aujourd'hui, nos plus grands ennemis, que ce soit militairement ou du point de vue de la communication, de nous atteindre. Donc, à travers cette déclaration, on peut parler d'hypocrisie ici. Mais si tel est le cas, quelles sont les solutions? Ou alors, qu'est-ce que vous prodigez en fait pour que voilà, les autorités aussi puissent prendre leurs réserves donc, face à une telle déclaration ou alors la population même? Déjà, il faut retenir que nous n'allons jamais imposer une réflexion, une stratégie à nos autorités. Elles ont la capacité nécessaire d'analyser, du point de vue de la géopolitique, d'avoir des informations dont nous ne détenons pas. La seule chose que nous savons, c'est que nous ne pouvons qu'analyser en restant sur la ligne conductrice de nos autorités, en rappelant que on a fini par se rendre compte que ceux qui ont accouché le terrorisme au Burkina Faso, au Mali et au Niger, c'est la France, officielle. Et la DGSE française a été mise dehors et c'est elle qui menace chaque jour d'attaquer nos pays. C'est la DGSE française qui a renforcé les groupes terroristes, même hier. Et 18 juin 2026, la DGSE française a encore armé des groupes terroristes qui ont attaqué l'aéroport international de Niamey. Dans un communiqué officiel rendu public sur la télévision nationale du Niger, ça a été dit. Il faut souligner que la DGSE française a plusieurs bases en termes d'espionnage pour renforcer sa coopération avec les groupes terroristes au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut tout simplement que la Côte d'Ivoire accepte de couper officiellement ses relations avec la DGSE française parce que ils sont de connivence avec les groupes terroristes. L'autre chose également, c'est que nous puissions effectivement, si cette main tendue, elle est sincère, qu'on puisse nous livrer ceux qui aident les groupes terroristes à nous endeuiller à longueur des journées. Les mêmes apatrides, ils y sont. L'argent du renseignement du Burkina Faso, qui a tenté de tuer le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a été en fuite, il est aujourd'hui logé au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut également souligner que ceux qui communiquent aujourd'hui contre l'État burkinabé au profit des groupes terroristes, ils sont logés et entretenus en Côte d'Ivoire. Et la DGSE opère à partir de la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous déstabiliser. Si tout cela a été levé, je pense qu'on pourra quand même essayer de regarder comment nous asseoir pour conclure la suite. Alors, pour terminer donc avec cette émission, si coopération il y a, quels pourraient être donc les bénéfices d'une telle rencontre donc entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, dans la lutte contre les groupes armés? Bien évidemment, il peut y avoir... il y aura forcément un atout pour tous les peuples. Un atout pour tous les peuples parce que il n'y a jamais, le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, il n'y a jamais un problème entre les peuples, c'est entre les politiciens qu'il y a un problème. C'est-à-dire le sommet, c'est là-bas qu'il y a un problème. Aujourd'hui, la coopération entre les deux pays, d'abord nous allons bénéficier en termes de renseignement. Parce que ceux qui attaquent nos pays, il faut le dire de façon crue. Aucun avion de combat ou bien aucun hélicoptère ne peut quitter la France survoler jusqu'à ce qu'il rentre dans nos pays pour mener des opérations d'attaque. Il leur faut impérativement des bases où ils vont s'installer, entretenir les groupes terroristes, leur donner le renseignement qu'il faut, l'armement qu'il faut pour des opérations. Donc, il faut impérativement
que nous essayons de renforcer cette coopération, d'abord en termes de renseignement, ensuite en faisant en sorte que quand l'ennemi quitte notre pays, qu'il est fouetté, lorsqu'il rentre là-bas, qu'on puisse avoir une garantie de rentrée et de mener des opérations, parce que c'est la même coopération que nous avons avec d'autres pays tels que le Togo. La même coopération, et il y a ça entre le Burkina et le Mali, entre le Mali, le Niger, etc. Si nous avons tous ces éléments, je pense que nous pouvons quand même nous asseoir. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, nous l'avons toujours dit, un seul pays ne peut pas vaincre le terrorisme comme il se doit. Nous allons peut-être l'entretenir, nous allons peut-être les dissuader, mais nous allons prendre des décennies pour pouvoir conjuguer ce mal. Mais lorsque nous sommes capables d'avoir des accords sincères entre nous, que nous puissions nous asseoir, regarder le virus ensemble, combattre ce virus ensemble, je suis convaincu que nous allons pouvoir y arriver. Malheureusement, la coopération, la main tendue de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'est pas jusque-là sincère et nous ne pensons pas du tout que nos autorités vont se lancer dans de telles braises. Merci infiniment, camarade Bationo de Pion, donc, pour ces analyses et éclairages. Je rappelle que vous êtes web activiste politique. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, camarade. Au terme donc de cette émission, deux enseignements majeurs se dégagent. Le premier est que le respect des engagements pris envers les citoyens demeure une exigence fondamentale, qu'il s'agisse donc des médias, de l'accès à l'information ou de la régulation du secteur audiovisuel. Le second est que face donc à des défis sécuritaires de plus en plus complexes, la coopération entre les États apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la stabilité et la sécurité dans notre espace régional. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Décryptage 360. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.